la maladie cœliaque, qui est bien connue d'ailleurs depuis sa description au 1er siècle après Jésus-Christ par Arathéus de Cappadoce et qui a été redécouverte à la fin du 19e siècle et qui est une maladie qu'on sait aujourd'hui apparentée aux maladies auto-immunes mais induite par l'ingestion de gluten. Et ce qui se passe, c'est que les fragments non digérés du gluten dans la lumière intestinale peuvent passer la barrière intestinale, activer le système immunitaire et de ce fait créer des lésions intestinales qui sont à l'origine des symptômes. En tout cas, il y a une forte prédisposition génétique. On ne fait pas de maladie cœliaque si on n'a pas un certain HLA, qui sont des molécules très importantes pour activer le système immunitaire. Et donc les patients ont tous soit HLA-DQ2, ce qui est le plus fréquent, plus rarement HLA-DQ8. Mais on sait que ça n'est pas suffisant puisque 30 à 35% de la population occidentale a ce facteur de prédisposition et seulement 1% va développer la maladie. La maladie cœliaque, ça peut survenir à tous les âges. Et donc chez le petit enfant, ça se traduit par de la diarrhée, des douleurs, éventuellement des vomissements. Et surtout, ce qui est typique, c'est le retard de croissance. Ça peut, même chez l'enfant, être beaucoup moins bruyant, avec une anémie, avec éventuellement des changements d'humeur. Et puis ça peut apparaître tout au long de la vie. Et se manifester alors effectivement par les mêmes troubles intestinaux, de la diarrhée. Aujourd'hui, parfois c'est de la constipation, des douleurs abdominales, et puis éventuellement une perte de poids, surtout si on a de la diarrhée, ou des signes plus frustes qui reflètent le fait qu'on a une mauvaise absorption, comme l'anémie, comme éventuellement des troubles de la fertilité, voire un retard de la puberté, ou des douleurs osseuses, voire éventuellement de la dépression. Effectivement, il y a un grand nombre de cas, à peu près autour de 50%, de sujets qui n'ont pas de symptômes ou très peu de symptômes, et donc on parle effectivement de maladie cœliaque silencieuse. On trouve malheureusement plus les femmes qui sont au moins 2 fois plus touchées que les hommes. Et enfin, on a aussi parmi certaines pathologies comme le diabète ou le diabète de type 1 ou la trisomie 21. La première étape obligatoire, c'est un test sérologique, c'est-à-dire c'est une prise de sang qui permet d'aller identifier les anticorps très caractéristiques, très spécifiques de la maladie contre un auto-antigène qui s'appelle la transglutaminase. C'est une enzyme qui est importante pour le mécanisme de la maladie, qui permet en particulier de favoriser la présentation des peptides du gluten au système immunitaire. Et donc, on fait ce test. Chez l'enfant, aujourd'hui, si le taux des anticorps est extrêmement élevé, on fait un deuxième test sanguin et on s'arrête là. Si le taux des anticorps n'est pas suffisant, et c'est aussi comme ça toujours chez l'adulte, il faut compléter le diagnostic par une biopsie intestinale qu'on fait sous endoscopie, qui permet d'aller mettre en évidence les lésions histologiques typiques de la maladie. L'intestin est recouvert d'une couche de cellules qui permet de digérer et d'absorber les nutriments. Et en fait, dans la partie proximale de l'intestin, qui est une partie très importante pour absorber, en fait, la surface de l'intestin se forme des villosités, ce qui permet d'augmenter considérablement la surface de l'intestin. Et effectivement, au cours de la maladie cœliaque, cette destruction de cette surface intestinale s'accompagne d'une perte des villosités, et c'est ça qu'on voit très bien sur l'examen histologique. On sait soigner la maladie cœliaque, mais malheureusement, on ne sait pas la guérir. Et grâce à Dicke, depuis les années 1950, on sait que la seule façon de soigner les patients, c'est un régime sans gluten à vie. C'est pas facile du tout. Ça peut être facile chez soi, si on maîtrise toute la chaîne d'approvisionnement et qu'on sait éliminer les produits qui en contiennent et leurs dérivés. Mais du coup, non, quand on commence à sortir, soit acheter des aliments transformés, soit aller tout simplement au restaurant, ça va devenir plus compliqué, puisque du coup, il peut y avoir, donc, par contamination, des farines qui vont être présentes dans certains aliments. Le gluten va pouvoir être ajouté dans pas mal de sauces, par exemple, et donc il faut bien regarder au niveau des étiquettes. La même chose dans tous les plats cuisinés, en fait. Et on en trouve aussi beaucoup dans les charcuteries aussi, souvent. On peut en retrouver dans les charcuteries aussi, pour les mêmes raisons, et on peut même en retrouver jusqu'à dans son dentifrice. Le régime sans gluten est difficile à suivre, compliqué
compliqué en collectivité, astreignant. Par ailleurs, le choix des aliments est difficile en grande surface et coûteux puisque 3 à 5 fois plus cher que les produits avec gluten. C'est très embêtant parce qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on mange. Moi qui suis gourmande, je ne peux pas manger de gâteau ou très peu, ou alors il faut les faire, quoi. La dose admise qui a été bien étudiée est de 50 mg par jour. Et 50 mg par jour, c'est infime. Et donc, effectivement, c'est suffisant pour, en tout cas chez les gens les plus sensibles, mais probablement chez tout le monde, chez tous les cœliaques, suffire à redéclencher ou à maintenir une inflammation chronique dans l'intestin et qui, effectivement, est délétère. 50 mg de gluten sur une miette de pain suffit à induire des lésions intestinales. Et donc, malheureusement, cela peut nuire à la cicatrisation muqueuse. La plupart des gens ne vont pas être intolérants au gluten et ce serait vraiment dommage de se priver de nutriments qu'on peut avoir dans les produits céréaliers. Dans les céréales, donc, on les consomme historiquement pour leur apport énergétique, donc évidemment pour l'amidon qu'ils contiennent et les glucides. Elles vont avoir aussi une présence de protéines qui va être assez importante, et notamment pour les régimes plus végétalisés. Et en termes de micronutriments, on va retrouver tout un tas de vitamines, notamment celles du groupe B, B1, B2, B3, B6, B9, les vitamines E aussi, et des minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium, par exemple. Si on prend une assiette, tout simplement comme on a l'habitude d'en prendre, on va séparer cette assiette en différents compartiments. Il va y avoir une moitié en fruits et légumes. Et ensuite, si on prend les 2 quarts suivants, il va y avoir un quart de protéines, avec plutôt des protéines entre guillemets santé, type légumineuses, œufs, poissons. Et en dernier, du coup, on va retrouver ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est des céréales, et plutôt des céréales complètes. Il y a un nombre très considérable d'aliments naturellement sans gluten. On a dit les fruits, les légumes, la viande, le poisson, à condition qu'on ne mette pas une sauce dessus. Et encore, on peut faire une sauce à base de maïzena, et le maïs n'est pas toxique pour les patients. Et puis parmi les céréales, il y a quand même un grand choix de céréales disponibles pour compléter. Et on peut faire des gâteaux à base de farine de châtaigne, à base de toutes sortes de farines qui ne contiennent pas les céréales incriminées. La maladie cœliaque, c'est quelque chose qui se passe dans la partie haute de l'intestin. Et aller chercher les bactéries qui sont dans la partie haute de l'intestin, c'est pas aussi simple que ça. Néanmoins, il y a effectivement des arguments pour penser que les bactéries qui sont dans l'intestin grêle en petit nombre pourraient jouer sur la digestion du gluten. Quand on a parlé du levain tout à l'heure et des levures, en fait, ces bactéries, ou ces levures qui sont plutôt des champignons, sont capables effectivement de digérer le gluten. Donc il y a effectivement des bactéries qui ont tendance à améliorer la digestion du gluten. Et puis il y a quelques bactéries qui, au contraire, semblent favoriser la production de fragments qui sont plutôt vus par le système immunitaire. Donc c'est possible, mais pour l'instant, c'est encore pas totalement compris. Oui, il y a l'idée éventuellement, puisque c'est une réaction immunitaire, d'essayer de bloquer, d'épuiser cette réponse immunitaire. Éventuellement, pour l'instant, les essais qui ont été faits sont plutôt des échecs. Et donc, on a quand même aussi un peu peur d'activer de façon excessive la réponse immunitaire. Donc, pour l'instant... Et d'aggraver ces lésions, oui. du coup. Et donc, pour l'instant, il y a eu des essais cliniques. Pour l'instant, ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité.